Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis-Carl Vignon. Bonjour Louis-Carl Vignon. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, l'émission, votre émission, celle des décideurs engagés. Vous êtes président de Ford France. On va parler évidemment de cet acteur majeur de l'industrie automobile utilitaire et particulier. Oui. Mais on va parler de vous d'abord, c'est le principe de l'émission. D'accord. Alors, président de Ford France, vous avez été vous-même un passionné d'automobile dès votre plus jeune âge, comme j'allais dire beaucoup de garçons, de petits garçons. Oui. Et ça vous a suivi jusqu'au bout. Absolument. Je peux vraiment dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, bien que je n'ai pas une famille de concessionnaires ou de gens qui travaillaient dans ce milieu-là. Mais ça a été ma passion de la première heure. Et autant que je m'en souvienne, mis à part les sports, Ouais. je n'ai jamais joué qu'aux petites voitures, garage, circuit de voitures, etc. Et donc, assez naturellement, en fait, ça a nourri cette passion. Et je dirais que j'ai même deux passions, en fait, une autre passion dans la passion que sont les voitures américaines. Oui, voilà, Ce qui explique ensuite peut-être mon arrivée chez Ford. Et après, il se trouve que quand j'étais ado, je faisais de la guitare électrique. Et mon prof de guitare électrique, le frère de mon prof de guitare électrique, était dans un magazine qui parlait de road and custom, donc de voitures américaines transformées, de voitures américaines, etc. Donc déjà, j'avais une passion qui était plus que naissante. Ça a contribué à la nourrir plus encore. Et donc, assez naturellement, quand j'ai commencé ma carrière... Vous avez eu la chance d'allier les deux. Voilà. Passion et carrière professionnelle. Votre voiture préférée, c'est laquelle? Alors, j'adore la Mustang, Ouais. clairement. Les nouvelles et les anciennes. Après, dans la gamme Ford, j'aime bien le tout-terrain aussi. J'adore le Ford Bronco. Ah oui, donc c'est vraiment chez Ford en plus que... Non, oui, alors pas la même que. Après, dans les voitures plus anciennes, j'aimais bien à l'époque tout ce qui était entre années 55, 60. Donc Ford Fairlane, Chevrolet Bel Air. Et puis plus tôt. Alors il se trouve que je parlais de Road and Custom. Ça a souvent été fait sur des Ford en fait. Il y a beaucoup de... C'était la Ford 32, de l'année 1932, qui a servi de base à plein de Road and Custom. Donc c'est peut-être aussi ça qui m'a fait rentrer la marque Ford dans ma tête très tôt. En fait. Et vous avez aussi participé à des courses de voitures, donc c'est le côté un peu plus sportif. Oui, alors c'est le côté sportif, mais effectivement, j'étais passionné de voitures, passionné de sport automobile. Aussi, il se trouve que dans ma carrière, dans les différentes marques dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à un certain nombre de courses. Très jeune, en fait, quand j'ai... mon cadeau que je me suis fait à 18 ans avec les petits salaires que j'avais accumulés durant mes différents jobs étudiants était un stage de pilote rallye. D'accord. J'avais fait ça dans une école de pilotage à Cergy-Pontoise qui n'existe plus aujourd'hui, une semaine. À l'époque, c'était avec des Peugeot 205 et la Peugeot Turbo 16 qui était ce qu'on conduisait le dernier jour. Donc passionné de conduite sportive et puis assez naturellement, j'ai eu l'occasion de faire ça. Pas assez souvent, je dois dire, parce que ça coûte assez cher et puis ça prend du temps. Mais bon. Oui. Donc un stage chez Renault pour commencer? Non, mon premier stage a été chez Peugeot, en réalité Peugeot, dans l'automobile. D'accord. J'ai fait d'autres boulots avant, mais mon premier stage dans l'automobile a été chez Peugeot pour la création du club GTI à l'époque. Donc, vous voyez, si vous vous souvenez, il y a la 205, c'était la voiture emblématique à l'époque, et la 205 GTI, c'était la voiture dont on rêvait tous. Et donc Peugeot a décidé de créer un club pour fédérer ses clients 205 GTI. Et donc mon premier stage, ça a été ça. Vous les collectionnez ou pas du tout? Les voitures, non, malheureusement non. Alors très souvent, je me dis, celle-là, j'aurais dû la garder. Parce que dans ma carrière, j'ai eu plein de voitures de fonction ou de service, plus quelques voitures que je me suis achetées en dehors. Et puis à chaque fois, ayant déménagé pas mal, je les ai revendues. On n'a pas un parking assez grand. Oui. Et puis maintenant, quand je vois les cotes de ces voitures, je me dis vraiment, tu aurais dû la garder. Vous êtes une figure du secteur automobile. Vous avez fait quasiment tous les constructeurs automobiles, ou presque. Alors tous, je ne sais pas, mais j'en ai fait, oui, effectivement, un certain nombre. J'ai commencé ma carrière chez Ford. Ouais. Ensuite, je suis parti chez Saab, défunt constructeur suédois qui a été racheté par General Motors. Du coup, je me suis retrouvé chez General Motors. Je travaillais pour Opel. Ensuite, dans le groupe Volkswagen, effectivement, là, j'étais en Italie à l'époque en tant que patron de la marque Seat. Puis le groupe Fiat Chrysler Automobile, avant qu'il soit racheté ou qu'il merge avec Stellantis, où j'étais responsable d'Alfa Romeo pour l'Europe. Puis après, je fais une petite incartade hors automobile et puis je suis revenu chez Ford.
Alors, président de Ford depuis 2017. Oui. La France, ça reste un marché intéressant pour Ford Alors, absolument. Donc, vous savez, chez Ford, on a deux piliers, le véhicule utilitaire et le véhicule particulier. Bien sûr. On est leader en Europe, d'ailleurs leader mondial, du véhicule utilitaire. Et donc, le marché du véhicule utilitaire, on est, la France, le troisième marché pour Ford en Europe. D'abord parce que c'est un gros marché en volumétrie. On n'a pas la meilleure part de marché. Il y a certains de mes petits camarades qui ont des meilleures parts de marché que moi, mais c'est un gros marché. C'est vrai qu'en France, nous, on a la présence des constructeurs français, donc ils grignotent quand même une grosse part de marché dans l'utilitaire. Et au niveau du véhicule particulier, là aussi, le marché est important et on est quatrième marché pour l'Europe. Malgré le fait que les États-Unis, à travers l'IRA, voulu rapatrier en tout cas une partie des activités. Ouais, alors, ça n'a pas eu non, en fait, ça n'a pas joué. On a gardé nos implantations industrielles toujours en Europe. Nous, on est présent en Angleterre, en Allemagne et en Espagne pour vraiment ce qu'on considère l'Europe politique, on va dire. Et en Turquie, on a toutes nos usines de véhicules utilitaires. Et en Roumanie. L'électrification, c'est un enjeu très important chez Ford. Hein. Oui. Vous avez pris le virage, et ça fait partie de la stratégie de Ford France. Vous avez même été signataire de l'obligation de la fin des véhicules thermiques d'ici à 2035, ce qui est quand même rarissime. Tout à fait, on a fait partie du peu ou des premiers constructeurs à signer en tout cas cette charte. Alors, ce n'est pas par hasard. Il se trouve que Ford et la famille Ford est toujours très présente dans la société Ford, aux États-Unis évidemment. Et ils ont une intime conviction qui est un peu liée, dérivée de la mission d'Henry Ford à l'époque, qui était de rendre la vie des gens meilleure. Alors à l'époque, c'était en leur fournissant une solution de mobilité. Et aujourd'hui, quand on parle de rendre la vie des gens meilleure, on ne peut pas se dédouaner de ce qui se passe en matière d'évolution climatologique. Bien sûr. Et donc la famille Ford est intimement convaincue que nous, en tant que constructeurs, gros industriels au niveau mondial, on ne va pas tout faire tout seul, mais on ne peut pas ne rien faire et donc on doit coopérer, collaborer à cette évolution vers un climat qui sera meilleur pour les générations futures. D'où un engagement d'être neutre en carbone en 2050 au niveau global. Et l'Europe, c'est la tête de pont en 2035. D'où effectivement, c'était somme toute assez cohérent de signer cette charte pour la fin des véhicules thermiques en 2035. Est-ce que c'est réaliste selon vous? On a vu les chiffres, les derniers chiffres qui montrent que l'électrique finalement ça marche pas si bien que ça, que les particuliers préfèrent les véhicules hybrides. Du coup, est-ce que vous pensez que la tendance va être tenable pour avoir ces fameux véhicules propres à partir de 2035? Ouais, alors en fait, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires ou facilitateurs à la mise en place de cette tendance. D'abord, il faut qu'il y ait une offre de produits. Peu cher. Et ça, alors, peu cher ou en tout cas accessible avec les solutions de location aujourd'hui, parce que comme la façon d'acheter un véhicule... La mobilité, bien sûr. Voilà, ça rend les véhicules accessibles. Ça, c'est la première chose. Et les constructeurs se sont mis en ordre de marche, bon gré et mal gré, pour être en conformité avec cette target, cet objectif en 2035. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas une machine arrière? Certains constructeurs se disent peut-être qu'on ne va peut-être pas en fabriquer autant qu'on en... En fait, surtout, on a des objectifs à très court terme. L'année prochaine, vous savez, on a ce qui régit l'automobile, qui est cette norme dite CAFE, avec des objectifs de CO2. Si on n'atteint pas nos objectifs de CO2, on a des grosses amendes en perspective. Et donc, quand on voit une adoption de l'électrique qui a ralenti, on s'inquiète évidemment pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on a une grosse baisse en matière d'objectifs. Néanmoins, donc dans les facilitateurs, il faut une offre produit, il faut une infrastructure, et là, il y a une hétérogénéité assez importante au niveau européen. Mais nous, en France, vous vous souvenez, les fameuses 100 000 bornes, on les a largement dépassées. Aujourd'hui, sur les autoroutes, sur tous les grands axes autoroutiers, vous pouvez recharger rapidement votre véhicule. Et puis, le troisième point, c'est d'avoir des clients, évidemment, des gens qui sont intéressés pour cela. Alors, on a eu la phase des... Dans les cycles marketing, on parle des early adopters, puis la vaste majorité, etc. Donc, on a eu les early adopters, et maintenant, on est dans la phase de conversion de cette vaste majorité. Et c'est vrai qu'en premier pas, les gens vont souvent vers l'hybride ou l'hybride rechargeable. Alors après, ce qui est important, c'est... Dans un contexte en plus assez incertain. Voilà, il y a cette incertitude, et pour moi, c'est un des points qui est essentiel. Si les pouvoirs publics, si les politiques veuillent qu'on aille vers cet objectif en 2035, ils doivent également faire en sorte, nous donner, nous, constructeurs, une certaine lisibilité et visibilité, et deuxièmement, faire en sorte que la législation supporte l'objectif. C'est comme si on vous disait, tu vas faire le 100 mètres,
Mais pour faire le 100 mètres, je te mets un sac à dos avec des cailloux dedans. C'est ça. Bah, forcément, vous irez moins vite. Oui, oui. Et donc, parfois, on a un peu l'impression qu'ils veulent nous mettre un petit sac à dos avec des cailloux. Ouais, il vaut mieux vous donner des nouvelles baskets pour faire le 100 mètres. Rester à la pointe de la technologie aussi, c'est un défi. Tout ce qui est connectivité de l'automobile, j'imagine. On a très peu de temps pour en parler, mais c'est important. La voiture de demain, c'est quoi pour vous? Alors, c'est d'autant plus un défi que, alors, on a commencé par la partie véhicule utilitaire chez nous. On a lancé cette nouvelle marque Ford Pro. Pro, non pas pour professionnel, mais pour productivité. Et là encore, je reviens à améliorer ou rendre la vie des gens meilleure. L'artisan, ce dont il a besoin, à part un confort personnel, c'est faire en sorte que sa société soit la plus efficiente, la plus opérationnelle possible. Et donc, dans le cadre de Ford Pro, on a développé des piliers services. Et dans ces piliers services, au-delà du financement et l'entretien, il y a deux choses peut-être sur lesquelles j'insisterai. Un service qu'on appelle Ford Live, qui utilise en fait le fait que nos véhicules sont tous connectés aujourd'hui, tous ont des modems embarqués, et donc émettent continuellement des datas. Et donc grâce à ces datas émises, on peut nous interagir en amont pour faire en sorte que si le véhicule doit être immobilisé, ne serait-ce que pour faire un entretien, il soit immobilisé le moins longtemps possible. Donc l'évolution du véhicule, c'est un véhicule qui sera toujours plus connecté, toujours plus digital. On va lancer sur notre Mustang Mach-E la Blue Cruise qui vous permet de conduire sur autoroute totalement en main libre, donc sans avoir à mettre les mains sur le volant toutes les 15 secondes. Et donc le véhicule, après quand vous allez le recharger, vous attendez 25 minutes, 30 minutes. Donc qu'est-ce qu'on va proposer pendant ce temps-là? Donc le véhicule va être également un vecteur de contenu média. Donc ça devient presque une sorte de cocon dans lequel l'utilisateur va vivre, et on essaye de faire plein de choses. Je reviens sur mes véhicules utilitaires. On a mis dans notre dernier Transit Custom un système de volant basculant. Il n'y a aucun autre utilitaire qui propose ça, sur lequel l'artisan va pouvoir poser son plateau à midi pour déjeuner dans son véhicule, plutôt que déjeuner un sandwich à la main. Par Intéressant. Voilà, donc ça devient un mini chez soi. Absolument. Voilà. On va passer à la question des étudiants du Collège de Paris, si vous le voulez bien à présent, Louis-Carl Vignon. Question du Collège de Paris, c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. La question que vous avez choisie, c'est celle-ci. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place chez Ford et dont vous êtes le plus fier? Alors, d'abord, je suis fier de l'ensemble de cette valeur d'égalité qui a été mise en place, mais depuis la création de Ford en 1903, il faut se souvenir, Henry Ford est le premier à être passé d'un salaire horaire à un salaire hebdomadaire, par exemple. Donc, on a toujours favorisé l'évolution des chances. Il y a un événement majeur qui s'est passé en Angleterre, en réalité en 1968. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait sur cet événement majeur qui s'appelle We Want Sex Equality, en fait, qui est le fait qu'on avait dans notre usine de Dagenham des couturières qui avaient une certaine classification. Et à un moment donné, je pense vraisemblablement pour économiser un peu de coûts, la direction a décidé de les faire passer du statut d'ouvrière spécialisée, elles étaient couturières, à ouvrières non spécialisées. Et donc elles se sont mises en grève, c'était une première chez Ford. Il y avait des grèves déjà, évidemment, il y a des syndicats, mais il n'y avait pas de femmes qui s'étaient mises en grève. Et donc là, c'était une grève uniquement par les femmes couturières qui travaillaient chez Ford. Et cette grève, en fait, a été à l'origine d'une loi en Angleterre qui a favorisé l'égalité des femmes. Et depuis ce moment-là, d'abord, ça s'est géré en deux temps chez nous. D'abord, elles ont été remises à niveau parce que ce déclassement s'accompagnait d'une baisse de salaire. Donc, on leur a réaugmenté leur salaire. Et quelques années plus tard, elles ont regagné leur classification. Et une des choses dont je suis plus fier chez Ford aujourd'hui, c'est que de même que nous n'avons pas de quota, nous n'avons pas non plus de grille salariale qui va dire qu'une femme doit gagner moins qu'un homme. Non, et donc chez nous, tous les gens sont traités réellement de façon exactement équitable. Et votre progression... Et depuis longtemps. Depuis très longtemps. Oui, voilà, parce que en Europe depuis 1968. Et tout le monde a réellement une égalité des chances dans la progression, quelle que soit votre école d'origine, quel que soit votre genre, quelle que soit votre origine ethnique, je dirais. C'est réellement votre capacité et votre mérite qui va faire votre carrière. Après, il faut peut-être les porter un peu plus parfois, parce que la vie fait que parfois c'est plus compliqué pour les femmes. Ou pour, oui, tout à fait. Et si on ne met pas de quota, on est évidemment, nous, très sensibles au nombre de femmes qu'on peut recruter. Il se trouve que on a recruté beaucoup de jeunes dernièrement.
Ça intéresse les femmes maintenant, le secteur automobile? Oui, alors voilà, ça c'est intéressant. J'allais venir à ça en fait. Ouais. Il faut qu'on mette aussi en place des choses qui vont faciliter ce recrutement des femmes. Nous, on a changé le lieu de notre siège social. On s'est rapproché des transports en commun. On est à Nanterre, on était plus en province, à Saint-Germain-en-Laye. Donc maintenant, on est vraiment accès facile au RER. On a mis en place une navette parce qu'à Nanterre, pour aller du lieu de travail jusqu'au RER, les femmes n'étaient pas forcément rassurées. Donc on a une navette qui les emmène au RER, qui les ramène le soir pour enlever toute cette dimension insécurité potentielle. Bien sûr. Gain de temps aussi. Et gain de temps, évidemment. Et puis, je pense le fait qu'on ait déclaré cette volonté d'avoir une neutralité carbone en 2035, ça nous a permis d'attirer plus de jeunes et également plus de femmes. Et on leur montre, et on a fait ça avec les relations publiques chez nous, on a fait une série de portraits féminins qu'on a postés sur LinkedIn pour montrer les évolutions de carrière d'un certain nombre de femmes chez nous. On a pris différentes femmes qui étaient soit plus jeunes, donc qui venaient de rentrer, et qui expliquaient pourquoi elles étaient rentrées, à des plus âgées, on va dire, modèles, qui elles déjà avaient fait carrière. Et je pense que le mentoring, le tutoring, le fait d'avoir des modèles en entreprise, ça permet d'attirer plus de femmes. C'est vrai. On va passer à la question de Tremplin Handicap à présent. Tremplin Handicap, c'est l'association qui œuvre justement pour faciliter l'intégration tant au niveau des études que du parcours professionnel des jeunes en situation de handicap. Et c'est juste après le jingle. La question de Tremplin Handicap que vous avez choisi, Louis-Carl Vignon, c'est celle-ci très intéressante. Que pensez-vous de l'idée d'agir auprès des plus jeunes, que ce soit des collégiens ou les lycéens, pour augmenter leurs chances d'être recrutés? Alors, je pense que l'entreprise, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps chez Ford, a un rôle de citoyenneté. C'est-à-dire clairement, ceux qui nous achètent des voitures sont des citoyens. Nous, on doit rendre à la cité, on doit rendre aux citoyens. Et cette démarche d'entreprise citoyenne, chez Ford France, on l'a embrassée depuis 1995, déjà, donc bien avant qu'on parle de RSE, de sustainability, voilà. Et je pense, et peut-être on peut le lier au fait d'avoir plus de femmes en entreprise, que nous, au sein d'une entreprise, on a une mission d'aller vers les écoles pour faire peut-être montrer aux écoliers, aux étudiants, quel est le vrai visage de l'entreprise, leur rendre peut-être plus pratique, plus concret, cette vision qu'ils peuvent avoir, qui parfois peut être une vision qui va passer par le prisme des parents à l'intérieur du foyer. Souvent d'ailleurs. Souvent. Également leur parler des différentes carrières qu'on peut avoir dans l'automobile. Et si on fait ça plus, alors nous on le fait un petit peu chez Ford France, honnêtement pas assez, on devrait le faire plus, mais si on le fait plus, je pense que ça sera également un autre moyen d'attirer plus de femmes, parce que très souvent elles ne viennent pas dans l'automobile, au final, ne connaissant pas bien, c'est culturel, et puis on ne connaît pas forcément bien les métiers de l'automobile. Bien sûr. Or, on a une variété infinie de métiers dans l'automobile. Quand on regarde ce qui se passe au niveau d'une concession, il y a évidemment de la vente, de voitures, de pièces, du service, du financement, du marketing, de la communication. Donc, toute une palette de métiers. Honnêtement, il n'y a aucune raison que ça n'intéresse pas les femmes. Et donc, je pense qu'on a ce rôle réellement d'aller vers les écoles pour donner envie, pour leur expliquer combien ils doivent orienter leur choix, non pas forcément en fonction de ce que leur dictent leurs parents ou en fonction de ce qu'ils ont vu dans l'écosystème dans lequel ils vivent, mais avant tout par passion. Moi, je suis réellement convaincu, on en parlait au début, je suis rentré dans l'automobile par passion. Mon moteur chaque matin, c'est ça, c'est la passion, le goût du challenge. Je fais beaucoup de sport par ailleurs. L'engagement. L'engagement, et j'aime bien cette capacité à se dépasser. Et ce sont ces valeurs que nous, entreprises, je pense qu'on doit véhiculer aussi auprès des jeunes. Il y en a certains qui vont se retrouver dans ces valeurs, d'autres peut-être pas, mais au moins ceux qui se retrouvent dans ces valeurs, ça va leur donner envie de venir dans l'entreprise. Donc se faire connaître. Voilà, je crois réellement intimement à ce rôle de quasi de mentoring, mais en tout cas d'ouverture des yeux. Et puis après, plus on avance dans le niveau des étudiants, si on a des étudiants qui sont, j'en sais rien, sur des bachelors ou des choses comme ça devient encore plus concret pour eux. On peut expliquer réellement ce que sont les métiers. Question d'hémicycle à présent, juste après le jingle. Vous allez nous dire ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques. C'est tout de suite après le jingle.
La question de l'hémicycle. Alors cette fois, c'est vous qui allez poser des questions aux personnes qui nous gouvernent. Une question, un coup de gueule, un message. Vous avez 1 à 2 minutes, droit dans les yeux, face caméra. C'est à vous. Bien, je vais revenir sur un sujet qu'on a évoqué dans l'interview auparavant. Nous avons, nous, l'industrie automobile, un objectif à long terme 2035 qui est d'arrêter de produire des véhicules à moteur à combustion, d'arrêter de vendre des véhicules à moteur à combustion, d'aller vers le tout électrique, en tout cas vers le tout sans carbone. Nous sommes une industrie lourde. Nous avons besoin de visibilité en termes de réglementation, de lisibilité également dans les politiques fiscales, d'uniformisation autant que faire se peut. Et aujourd'hui, effectivement, il est très compliqué d'avoir de telles différences entre un État, la France par exemple, où la fiscalité est extrêmement compliquée, et d'autres États européens, donc plus d'homogénéisation, ça nous aiderait réellement. Et deuxième chose, on avait fait il y a quelques années de cela un sondage auprès des utilisateurs pour savoir quel était leur frein dans l'achat de l'électrique. Et un des freins principaux, ou une de leurs attentes principaux en tout cas, est que la convergence vers l'électrique soit guidée par les gouvernements et par les entreprises. Donc je demanderai au gouvernement de remettre en place une incitation fiscale pour que les entreprises puissent acheter des véhicules électriques, ce qui permettrait vraisemblablement de mettre en place la loi LOM, qui aujourd'hui a plus le côté bâton que le côté carotte. Donc ajoutons la carotte au bâton avec une incitation fiscale sur l'achat des véhicules électriques en entreprise. Merci beaucoup Louis-Carl Vignon. Donc plus d'incitation sans subvention, ça ne peut pas fonctionner en gros? Je pense que c'est compliqué et souvent on va plutôt sur des mesures très démagogiques qui vont concerner un petit nombre d'utilisateurs, alors que notre enjeu est justement d'avoir un beaucoup plus grand nombre d'utilisateurs. Donc où les ressources investies, et évidemment on est dans un cadre contraint, on sait que la France est fortement endettée, c'est ce que j'allais dire, où les ressources investies vont-elles être les plus efficaces et avoir sur le long terme, et je pense que, je ne veux pas parler d'écologie, mais je pense qu'on est tous convaincus du fait qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre ce dérèglement climatique, qui est une réalité, on a encore vu les intempéries dernièrement. Donc voilà, il faut en faire en sorte de supporter les achats de véhicules électriques dans les entreprises, et puis ça ruissellera ensuite, parce que les gens s'habitueront sur le particulier, ça fera des véhicules d'occasion. Donc ceux qui ne peuvent pas forcément acheter un véhicule neuf pourront acheter un véhicule d'occasion. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu dans On se dit tout. Vous nous avez tout dit sur vous, votre parcours, votre passion, l'automobile. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.